Les lustres de cristal de Bohême, suspendus au plafond de la grande salle du château de Valmont, jetaient une lumière dorée et tremblante sur 400 invités en tenue de soirée. Du champagne millésimé circulait sur des plateaux d'argent massif. Des gerbes de roses blanches, hautes de 2 mètres, flanquaient chaque colonne de marbre. Un orchestre de chambre de 16 musiciens jouait Debussy dans un angle, suffisamment fort pour donner de l'âme à la soirée, suffisamment discret pour que les conversations de la haute société parisienne s'entendent sans effort. C'était le mariage du siècle. Les magazines People avaient payé des fortunes pour les droits exclusifs de couverture. 3 équipes de photographes rôdaient entre les tables comme des requins élégants. Le tout Paris était là. Ministre, PDG du CAC 40, héritier de vieilles fortunes, célébrité du cinéma français, ambassadeur en poste à Paris. 300 bouteilles de Pétrus 2005 attendaient en cave pour le dîner. Au centre de tout cela, debout près de l'hôtel Floral, dressé devant les immenses fenêtres gothiques qui donnaient sur les jardins à la française illuminés, Raphaël Devereux attendait. 38 ans, 1,93 m. Le visage d'un acteur, la froideur d'un prédateur. PDG de Devereux Capital, le fonds d'investissement immobilier qui possédait plus de 4 millions de mètres carrés de biens à travers l'Europe. Sa fortune personnelle, régulièrement estimée par les magazines économiques, dépassait les 2 milliards d'euros. Il portait un smoking blanc sur mesure de chez Cifonelli, une chemise de soie écrue, aucune cravate. Sa façon à lui de signifier que même en ce jour, c'était lui qui dictait les règles. Il se tenait immobile pendant que son meilleur homme, Édouard, lui murmurait quelque chose à l'oreille en souriant. Raphaël n'écoutait pas vraiment. Il regardait les portes au fond de la salle. Les grandes portes en chêne sculptées que Clémentine allait franchir dans quelques minutes. Clémentine Vance, la fiancée parfaite. 32 ans, issue d'une famille de banquiers genevois, diplômée de HEC et d'Oxford, blonde, photographiée dans Vogue 3 fois en 2 ans, présidente d'une fondation caritative qui lui valait une image irréprochable. L'alliance parfaite entre la fortune de Raphaël et le prestige social que même l'argent pur ne peut acheter. Raphaël but une gorgée d'eau minérale. Son regard parcourut la salle une fois de plus. Habitude de prédateur, toujours scanner l'espace, toujours identifier les sorties et les menaces. Et c'est alors qu'il la vit. Le temps s'arrêta. L'air quitta ses poumons d'un seul coup, comme si quelqu'un lui avait écrasé la poitrine avec une masse en acier. À l'entrée latérale, la petite porte discrète réservée au personnel de service, une femme venait de s'arrêter. Elle portait une simple robe en soie ivoire. Ses cheveux noirs étaient remontés en chignon souple, quelques mèches folles encadrant un visage que Raphaël Devereux avait passé 2 ans à essayer d'oublier. Mais ce n'était pas le visage qui paralysait Raphaël. C'était ce que la robe ivoire ne parvenait plus à dissimuler. Un ventre énorme. Une grossesse avancée, au moins 8 mois. Peut-être plus. Camille Aubert, son ex-femme. La femme qu'il avait lui-même chassée il y a 2 ans, après que les meilleurs spécialistes de la fertilité d'Europe lui eurent remis, dans une enveloppe officielle frappée du sceau de la clinique Montblanc, un diagnostic définitif, stérilité masculine sévère. Azospermie non obstructive. Aucun traitement possible. Aucun espoir d'enfant biologique. La femme à qui il avait dit, en la regardant dans les yeux avec la froideur de celui qui signe la liquidation d'une filiale déficitaire, « Je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Tu mérites une vraie famille. Va trouver un homme qui peut t'en construire une. » La femme qui était partie en pleurant, avec une valise et la moitié de sa dignité, et qui se tenait maintenant au milieu de son mariage, enceinte jusqu'aux yeux, vivant démenti de tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Comment est-ce possible? Raphaël sentit ses genoux menacés de céder. Ses mains, habituées à signer des contrats à 9-0 sans trembler, se crispèrent sur le verre d'eau avec une telle force que le cristal faillit se briser. « Raph » dit Édouard à côté de lui. « Raph, tu es blanc comme un linge. Qu'est-ce qui se passe ?» Raphaël n'entendit pas la question. Ses yeux étaient cloués sur Camille. Camille, qui venait de le voir. Camille, dont le visage venait de traverser en une fraction de seconde une gamme d'émotions. La surprise, la douleur ancienne, quelque chose qui ressemblait à de la résolution, avant de se figer
dans un masque de calme parfait et dévastateur. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne recula pas. Elle se contenta de poser une main protectrice sur son ventre et de soutenir le regard de son ex-mari avec une sérénité qui lui brûla les entrailles. « Raphaël !» La voix de Clémentine, joyeuse et légèrement impatiente, traversa le brouhaha de la salle depuis l'entrée principale. La mariée venait d'apparaître dans l'embrasure de la grande porte, resplendissante, dans sa robe élissable à 60 000 €, entourée de ses demoiselles d'honneur. Les photographes se précipitèrent. Les 400 invités se levèrent dans un bruissement de soie et de smoking. L'orchestre attaqua les premières mesures de la marche nuptiale. Raphaël Devereux, le millionnaire implacable, l'homme qui avait absorbé des entreprises centenaires sans sourciller, se retrouva incapable de bouger. Son corps était tourné vers l'autel. Ses yeux étaient sur Camille. Et dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait enterré sous 2 milliards d'euros et un futur raisonnable commençait à se réveiller avec la violence d'un tremblement de terre. La confrontation. La cérémonie avait duré 32 minutes. Raphaël les avait traversés dans un état de dissociation totale. Il avait dit oui au bon moment, du moins il le supposait, puisque Clémentine l'avait embrassé et que les 400 personnes avaient applaudi. Il avait signé les registres, il avait souri au photographe, ses muscles avaient accompli tous les gestes nécessaires pendant que son esprit tournait en boucle sur une seule image. Camille, son ventre, ses yeux calmes. Maintenant, il se tenait à l'écart, sous la galerie voûtée qui longeait les jardins, pendant que les invités se dispersaient vers le cocktail. Un verre de whisky à la main, les mains qui ne tremblaient pas. Il avait réappris à ne pas trembler à l'âge de 16 ans, quand son père l'avait mis à la porte sans un sou. Mais quelque chose de fondamental s'était désaxé dans sa poitrine. Elle était encore là. Il l'avait vue de loin pendant la cérémonie, assise dans la dernière rangée, presque cachée par une colonne. Qui l'avait invitée? Comment était-elle entrée? Les questions se bousculaient sans réponse. Je savais que tu finirais par me trouver. La voix de Camille. Il se retourna lentement. Elle s'était approchée sans bruit. De près, dans la lumière oblique du soir qui filtrait à travers les arches de pierre, elle était différente de la femme qui l'avait chassée. La Camille de ses souvenirs était fragile, marquée par 2 ans de traitement de fertilité inutile, 2 ans à essayer de donner un enfant à un homme dont les médecins lui avaient dit, à lui, pas à elle, que le problème ne venait pas d'elle. La femme devant lui rayonnait d'une santé et d'une force tranquille qui le frappèrent comme une gifle. Camille, sa voix était rauque, méconnaissable. Camille, qu'est-ce que... Il ne put finir sa phrase. Ses yeux redescendirent sur le ventre. 8 mois, peut-être plus. Les calculs se faisaient seuls dans son cerveau de financier. 2 ans de divorce, plus le délai entre la séparation et... « Ne fais pas ce calcul, » dit Camille doucement. « Tu vas te faire du mal. »« Qui est le père ?» La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Brute, directe. La question d'un homme qui essaie de comprendre comment sa vie a pu se poursuivre sans lui dans une direction qu'il ne comprend pas. Camille eut un sourire. Pas de la pitié. Quelque chose de plus complexe, de plus douloureux à regarder. « Quelqu'un qui méritait de l'être, » répondit-elle simplement. « Les médecins ont dit que c'était impossible. Ma part à moi. Ils ont dit que je ne pouvais pas. Je sais ce qu'ils ont dit, Raphaël. J'étais là quand tu m'as répété leurs conclusions, mot, pour justifier le divorce. Je m'en souviens très précisément. » Quelque chose dans son ton, cette précision chirurgicale, cette absence de colère là où il s'attendait à de la colère, le déstabilisa davantage que n'importe quelle crise de larmes. « Tu méritais mieux, » dit-il, et les mots sonnèrent creux, même dans sa propre bouche. « Je voulais que tu aies une chance de trouver un homme fertile ?» l'interrompit Camille. Sa voix ne monta pas d'un décibel, mais la précision du mot lui coupa la parole nette. « C'est comme ça que tu formulais les choses, non? Cliniquement, efficacement. » Raphaël Devereux liquide un actif non performant et appelle ça de la générosité. « Camille, je ne suis pas venu ici pour te faire la guerre, Raphaël. Je suis venu parce que j'avais besoin de te voir. Parce que j'avais besoin que tu saches quelque chose. Et maintenant que je t'ai vu,
Je réalise que peut-être c'était une erreur. Profite de ton mariage. Elle se retourna pour partir. Et c'est alors qu'une autre voix trancha l'air de la galerie comme un scalpel. Vous, c'est vous, n'est-ce pas? Clémentine Vos Devereux venait de les trouver. Sa robe à 60 000 € bruissait autour d'elle comme une armure de soie. Ses yeux allèrent de son mari à l'inconnue enceinte, et quelque chose dans son regard, une fraction de seconde, imperceptible pour quiconque ne la connaissait pas intimement, ressembla davantage à de la reconnaissance qu'à de la surprise. « Je crois que vous avez les mauvaises coordonnées », dit Clémentine d'une voix douce et tranchante comme du verre. « Les cuisines sont de l'autre côté. » Camille regarda la nouvelle Madame Devereux avec le calme de quelqu'un qui a déjà tout perdu et n'a donc plus peur de rien. « Je connais la disposition du château, dit-elle. J'y ai séjourné plusieurs fois, du temps où j'étais Madame Devereux. » Un silence de plomb tomba sur la galerie. « Raphaël, dit Clémentine sans quitter Camille des yeux, les invités nous attendent. Ce n'est pas le moment pour des retrouvailles. » Raphaël ne bougea pas. Il regardait Camille. Camille qui regardait Clémentine. Et dans cet échange de regards entre les deux femmes, quelque chose passa. Une information, une reconnaissance, qui échappa à Raphaël, mais qu'il sentit peser sur ses épaules comme du plomb. « Camille, dit-il, reste, s'il te plaît. On doit parler. »« Nous sommes mariés depuis 3 heures, dit Clémentine, la voix montant d'un demi-ton. « Raphaël, je sais. » Il dit ces 2 mots avec une douceur et une fermeté qui firent blêmir la mariée. « Va retrouver les invités. J'arrive dans 10 minutes. » Ce furent les 10 premières minutes de leur mariage où Raphaël Devereux prit une décision que Clémentine Vos n'avait pas anticipée. Clémentine tourna les talons. Ses talons claquèrent sur la pierre avec une régularité furieuse, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la salle de bal. Raphaël se retourna vers Camille. « Dis-moi la vérité, toute la vérité. » Le lendemain matin, Raphaël Devereux était dans son bureau du 8e étage de la tour Devereux, avenue Kléber, à 7 heures du matin. Il n'avait pas dormi. Clémentine avait passé la nuit dans la suite nuptiale du château. Lui avait pris une chambre séparée. Leur première nuit de mariage. Elle lui avait envoyé 3 messages. Il avait répondu à aucun. Sur son bureau, une tasse de café noir intacte et une enveloppe. L'enveloppe qu'il avait conservée pendant 2 ans dans le tiroir fermé à clé de ce même bureau. Le diagnostic de la clinique Montblanc, établi par le professeur Henri Girard, sommité mondiale en médecine reproductive, sous le timbre officiel de l'établissement le plus réputé d'Europe dans sa spécialité. Raphaël la prit. La retourna plusieurs fois dans ses mains. Hier soir, dans la galerie du château, Camille lui avait dit peu de choses. Elle avait refusé de lui nommer le père de l'enfant. Elle avait refusé de lui préciser si l'enfant était ou non le sien. Elle avait dit une seule fois, avec une précision qui continuait de le hanter, « Les médecins peuvent se tromper, Raphaël, surtout quand on leur demande de se tromper. » Puis elle était partie. Il avait passé la nuit à faire tourner cette phrase dans sa tête. Surtout quand on leur demande de se tromper. Il posa l'enveloppe sur le bureau, prit son téléphone, composa un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 3 ans. Marcus Perrin décrocha à la 2e sonnerie, comme toujours. « Monsieur Devereux ?»« Marcus. » Raphaël avait la gorge sèche. « J'ai besoin de vos services, pas pour la corporation, pour quelque chose de personnel. » Un silence. « Je vous écoute, » dit Marcus Perrin, ancien officier de la DGSE, reconverti en consultant en intelligence privée pour les grandes fortunes françaises. « Il y a 2 ans et demi, j'ai subi des examens de fertilité à la clinique Montblanc, sous la supervision du professeur Henri Girard. Le diagnostic était azospermie non obstructive sévère, stérilité définitive. Je veux que vous retrouviez le professeur Girard. Je veux ses comptes bancaires des 6 derniers mois précédant ce diagnostic et des 6 mois qui ont suivi. Je veux savoir s'il a reçu des virements inhabituels. Je veux ses communications privées. Je veux tout. » Un autre silence, plus lent. « C'est une demande sérieuse, monsieur Devereux. Je la paye au prix sérieux. 1 million d'euros si vous avez les résultats en 48 heures. Je me mets au travail immédiatement. » Raphaël raccrocha, regarda le plafond, pensa à Camille, son ventre, ses yeux,
pensa à la phrase, surtout quand on leur demande de se tromper. Il se demanda qui aurait eu un intérêt à ce qu'il croit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la réponse, quand elle traversa son esprit pour la première fois, lui fit l'effet d'un seau d'eau glacée en plein visage. Il réfléchit à Clémentine, à la façon dont ils s'étaient rencontrés, 3 mois seulement après son divorce, aux mots qu'elle avait utilisés lors de leur première rencontre, dans la salle de conférence de Lazare, où elle représentait sa famille lors d'une opération financière. « J'ai entendu parler de votre situation. C'est courageux de votre part d'avoir pris cette décision. » Il n'avait jamais rendu publique sa situation médicale. Il n'en avait parlé qu'à son avocat et à son médecin traitant. Et à un seul autre intermédiaire, le courtier matrimonial discret que sa mère avait insisté pour lui faire rencontrer. Un homme du monde qui évoluait dans les cercles des grandes fortunes françaises et suisses et qui avait la réputation de faire les bons rapprochements. Un courtier qui avait, il s'en souvint maintenant avec une clarté soudaine et nauséeuse, été recommandé par la famille Voss. Le dossier. 42 heures plus tard, Marcus Perrin posa sur le bureau de Raphaël Devereux une mallette en aluminium brossé dont il composa lui-même la combinaison. À l'intérieur, une enveloppe épaisse et une clé USB. « Je vais vous résumer ce que nous avons trouvé, » dit Marcus, dont le visage de granit n'exprimait jamais rien, mais dont les yeux, ce matin, portaient quelque chose qui ressemblait à une gravité inhabituelle. « Prenez le temps qu'il vous faut. » Raphaël sortit les documents. Le premier relevé de compte fit l'effet d'une balle dans la poitrine. Professeur Henri Girard. Compte privé, Banque Lombard-Odier, Genève. Virement entrant, daté de 10 jours après la remise du diagnostic à Raphaël Devereux, 2 400 000 €. Émetteur, Fiduciaire Voss et Associés, Zurich. Fiduciaire Voss. La famille de Clémentine. Raphaël posa la feuille sur le bureau avec une lenteur de somnambule. Il prit la suivante. C'était une capture d'écran d'un échange de messages cryptés entre 2 numéros. L'un d'eux était identifié en marge, d'une écriture serrée de Marcus. Numéro attribué à Henri Girard, Clinique Mont-Blanc, confirmé par Recoupement Télécom. L'autre, numéro enregistré au nom de Fiduciaire Voss et Associés, utilisateur identifié par nos moyens comme Armand Voss, père de Clémentine Voss. Les messages dataient de 3 semaines avant l'examen de Raphaël à la clinique Mont-Blanc. Armand Voss, notre position est ferme. Le diagnostic doit être sans appel, définitif, pas de nuances, pas d'espoir. Il doit croire qu'il n'a aucun avenir biologique. Henri Girard. Les résultats bruts de laboratoire ne correspondent pas à ce profil. Ces paramètres sont dans la norme basse, pas en dehors. Armand Voss. Nous ne vous payons pas pour les résultats bruts. Nous vous payons pour le rapport final. Le montant sera sur le compte à Genève 10 jours après la remise. Raphaël lut et relut ces 3 messages. Son cerveau de financier traitait l'information avec une précision mécanique. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus primitif et de plus humain, commençait à pulser dans ses tempes avec la régularité d'un marteau. « Il y a autre chose », dit Marcus, en faisant glisser une 3e feuille. C'était un document médical, l'entête de la clinique Mont-Blanc. Mais ce n'était pas le rapport qu'on lui avait remis 2 ans et demi auparavant. C'était le rapport brut, celui du laboratoire, les vrais chiffres. Raphaël le parcourut, et bien qu'il ne fût pas médecin, les conclusions étaient claires. Concentration en spermatozoïdes dans la norme basse, mais fonctionnelle. Mobilité légèrement réduite. Aucun diagnostic d'azospermie possible sur la base de ces données. Patient tout à fait capable de concevoir naturellement, avec une probabilité statistique réduite mais réelle. Norme basse, pas stérile, jamais stérile. Raphaël posa le document. Il regarda ses mains à plat sur le bureau. Il les observa pendant 10 secondes, 20 secondes. Elle ne tremblait pas. Quelque chose dans son cerveau avait décidé d'absorber le choc et de transformer la douleur en une chose froide, précise et mortelle. « L'enfant de Camille, » dit-il sans lever les yeux. « Vous avez pu établir. »« Il nous faudrait un test ADN pour certitude absolue, » dit Marcus. « Mais les dates sont cohérentes. Madame Aubert, je l'ai localisée,
A accouché il y a 6 jours. Raphaël ferma les yeux. Accouché. L'enfant était né. Pendant qu'il était à son mariage, pendant qu'il disait oui à la femme dont la famille avait payé un médecin pour lui voler sa paternité, Camille avait accouché. Fille ou garçon, demanda-t-il, et il ne reconnut pas sa propre voix. Une fille, dit Marcus. Elle l'a prénommée Élise. Élise. Raphaël de Vereux se leva de sa chaise, marcha jusqu'à la baie vitrée qui donnait sur Paris et posa son front contre le verre froid. En bas, la ville bruissait, inconsciente, indifférente. Il laissa le silence durer. Puis il retourna à son bureau, s'assit et décrocha le téléphone. « Marcus, préparez tout. Je veux que chaque centime de preuve soit organisé pour une diffusion maximale. Et réservez la salle de presse de l'hôtel Lutetia pour vendredi soir. J'ai une annonce à faire. » « Vendredi soir, dit Marcus. C'est le dîner de gala annuel de la fondation Voss. Le sourire qui se dessina sur le visage de Raphaël de Vereux ne ressemblait à aucun des sourires qu'il arborait dans les réunions du conseil d'administration. « Je sais, dit-il. C'est exactement pour ça. » La vérité sur la clinique, le professeur Henri Girard vivait désormais dans une villa de 4 millions d'euros sur les hauteurs de Lugano, face au lac, dans une retraite anticipée à 59 ans qui avait surpris ses collègues, mais que sa réputation ne lui permettait plus de justifier à Paris. Il était 10 heures du matin quand Raphaël de Vereux franchit le portail de la propriété. La sécurité privée de la villa, 2 hommes, se retrouva neutralisée avec une discrétion professionnelle par les 2 anciens membres des forces spéciales que Marcus employait pour ce genre de situation. Personne ne fut blessé, personne ne cria. Mais le professeur Girard, qui prenait son petit déjeuner sur la terrasse face au lac, dans un peignoir de soie et des sandales Hermès, se retrouva soudain à fixer un homme debout devant sa table, qui n'était manifestement pas là pour admirer la vue. « Bonjour, professeur, » dit Raphaël. « Belle maison. C'est l'honnêteté médicale qui vous l'a offerte, ou les 2 400 000 € de la famille Voss. » Le teint bronzé du médecin vira au sambre en moins d'1 seconde. « Je ne sais pas de quoi vous. Épargnez-nous le préambule. » Raphaël posa sur la table de jardin en teck une enveloppe contenant les relevés bancaires, les messages cryptés et les 2 rapports côte à côte. « Prenez votre temps. Lisez. » Le professeur Girard lut. Ses mains commencèrent à trembler vers la 2e page. « Il y a une caméra qui enregistre cette conversation, » dit Raphaël, en s'asseyant en face de lui avec la décontraction d'un homme qui tient tous les atouts. « La qualité audio est excellente. Je veux que vous me racontiez, dans vos propres mots, exactement comment Armand Voss vous a approché, ce qu'il vous a demandé et ce que vous avez fait. Chaque détail. Si vous omettez une seule virgule, je vous garantis que les autorités médicales suisses et françaises recevront l'intégralité de ce dossier avant la fin de la journée, avec copie au parquet national financier et aux rédactions de 23 journaux. » Le professeur regarda le lac. Il regarda ses mains. Il regarda Raphaël de Vereux. Et il commença à parler. Il avait reçu le premier contact d'Armand Voss par l'intermédiaire d'un avocat d'affaires zurichois, présenté comme une demande de conseil discret. La demande était simple. Modifier le rapport final d'un patient dont les paramètres bruts étaient dans la norme basse pour en faire un diagnostic d'azospermie sévère et définitive. Pas juste une valeur légèrement inférieure à la norme, une condamnation sans appel, sans nuance, sans espoir, qui pousserait ce patient à reconstruire sa vie sans enfant. En échange, 2 400 000 €, une villa à Lugano, et la promesse qu'aucune des connexions de la famille Voss dans le monde médical ne lui complique sa retraite. « Pourquoi ?» demanda Raphaël, et pour la première fois, sa voix se brisa légèrement sur ce mot d'1 seule syllabe. « Pourquoi Voss voulait-il que je croie ça ?» Le professeur dégutit. Il m'a expliqué les raisons dans les grandes lignes. Sa fille, mademoiselle Clémentine, avait été identifiée comme la candidate idéale pour une union avec vous. Mais il existait un obstacle. Votre femme de l'époque, Madame Aubert. Des témoins proches de vous indiquaient que vous étiez profondément attaché à elle, malgré les difficultés de fertilité. La seule façon de vous faire partir de ce mariage et de vous rendre disponible était de vous convaincre que la situation était sans issue, que vous faisiez du mal à votre femme en restant,
que partir était un acte de générosité envers elle. Raphaël se leva. Il marcha jusqu'au bord de la terrasse, les mains dans les poches, regardant le lac. C'était lui. Lui qui avait prononcé ces mots. Lui qui avait dit à Camille « Je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Va trouver quelqu'un qui peut. » Lui qui avait cru faire preuve de sacrifice en partant. Il avait joué exactement le rôle qu'on avait écrit pour lui. Il se retourna vers le professeur Girard. La caméra a tout enregistré. Merci pour votre coopération. Mes collaborateurs vont vous accompagner au commissariat de Lugano, où vous déposerez cette déposition sous forme officielle. Vous n'avez pas le choix. Le dossier existe avec ou sans votre déposition, mais avec elle, il y a une chance infime que le parquet tienne compte de votre collaboration. Le professeur Girard, l'homme qui avait reçu 2 400 000 € pour vendre la vie d'un homme, hocha la tête avec la résignation de quelqu'un qui sait que la villa et les sandales Hermès sont sur le point d'appartenir au passé. Le dîner de gala. La Fondation Voss organisait son dîner de gala annuel au pavillon Gabriel, dans les jardins des Champs-Élysées. 300 invités, le gratin de la finance franco-suisse, des représentants du monde politique, des personnalités du mécénat. L'événement le plus couru de l'agenda philanthropique parisien. Armand Voss trônait en bout de table d'honneur. 65 ans, visage taillé à la serpe, cheveux argent, le regard d'un homme qui a toujours fait plier les règles à sa convenance. À sa droite, Clémentine, sa fille, qui portait une robe de cocktail bleu nuit et l'air de quelqu'un qui attend depuis plusieurs jours une conversation qui ne vient pas. La semaine s'était passée ainsi. Raphaël avait répondu à tous les messages de sa femme avec une politesse glaciale. Il avait travaillé. Il avait des dossiers urgents. Il n'avait pas dormi dans leur appartement une seule nuit. Clémentine avait commencé à avoir peur, et sa peur transparaissait sous son masque de grande bourgeoisie comme une fissure dans du marbre. Le dîner en était à son 3e service, quand le maître d'hôtel s'approcha de la table d'honneur et se pencha vers Armand Voss pour lui glisser quelque chose à l'oreille. Voss fronça les sourcils, regarda vers l'entrée, et son visage traversa quelque chose qu'on ne lui voyait jamais, de l'incertitude. Raphaël Devereux venait d'entrer dans le pavillon Gabriel. Il portait un costume sombre, pas de cravate, et l'expression de quelqu'un qui a décidé que cette soirée sera la dernière où certaines personnes dormiront encore sereinement. Derrière lui, Marcus Perrin et 2 avocats. Les conversations aux tables proches s'éteignirent une par une, comme des bougies dans un courant d'air. Les 300 invités, avec l'instinct de meute des gens bien informés, sentirent que quelque chose était sur le point de se passer. Raphaël marcha jusqu'au micro qui avait été utilisé pour les discours officiels du début de soirée, toujours en place à côté de la table d'honneur. Il s'en approcha sans se presser, sans regarder ni sa femme ni son beau-père, et il tapa 2 fois dessus pour s'assurer qu'il était allumé. Le silence qui tomba sur le pavillon Gabriel fut celui d'avant un orage. « Mesdames et messieurs, » dit Raphaël, « je suis navré d'interrompre cette belle soirée, mais j'ai une annonce à faire, et la famille Voss méritait d'être la première à l'entendre. Par égard pour les nombreuses années de relations d'affaires entre nos familles. » Armand Voss se leva lentement. Son visage était de pierre. « Raphaël, ce n'est pas le lieu. »« Au contraire, » dit Raphaël, avec une douceur tranchante. « C'est exactement le lieu. Puisque la Fondation Voss se consacre, je cite votre dernier rapport annuel, à promouvoir l'éthique, la transparence et la responsabilité dans le monde des affaires et de la société civile. Alors permettez-moi d'être transparent. » Un projecteur s'alluma sur l'écran qui avait servi aux présentations de début de soirée. Contrôlé par un technicien que Marcus avait discrètement placé dans la régie 1 heure avant le dîner. Sur l'écran apparut la première page du relevé de compte de la banque Lombard-Odier. Le virement de 2 400 000 €. Le nom de l'émetteur. La date. Puis, la capture d'écran des messages entre Girard et Armand Voss. Puis le rapport brut du laboratoire, côte à côte avec le faux rapport remis à Raphaël 2 ans et demi auparavant. Puis une image. Camille. Une photo de Camille devant l'hôpital, datée de 6 jours auparavant, tenant dans ses bras un nouveau-né
enveloppé dans une couverture blanche. Une image que Marcus avait obtenue avec le consentement de Camille elle-même. Le silence dans la salle était absolu. « Il y a 2 ans et demi, » dit Raphaël, « la famille Voss a payé 2 400 000 € à un éminent spécialiste de la médecine reproductive pour falsifier mon bilan de fertilité. L'objectif était de me convaincre que j'étais stérile, de briser mon mariage avec la femme que j'aimais et de me rendre émotionnellement disponible pour épouser Clémentine Voss. Union qui aurait fusionné nos fortunes dans des conditions extrêmement favorables à la famille Voss, dont la situation financière, comme certains d'entre vous le savent, est moins solide qu'elle n'y paraît. Un murmure parcourut les tables. Des téléphones sortirent. Des journalistes qui avaient été invités comme partenaires de la fondation commencèrent à filmer. Ma femme de l'époque, Camille Aubert, était enceinte quand je l'ai quittée, et ne le savait pas encore elle-même. Elle a porté notre fille seule, sans rien me demander, parce que je lui avais dit, avec la conviction de quelqu'un qu'on a trompé, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Cette femme a élevé notre fille seule pendant les premières semaines de sa vie, pendant que j'épousais la femme de la famille qui avait orchestré tout cela. Raphaël fit une pause. Il regarda Clémentine. Clémentine était debout, livide, les mains crispées sur le dossier de sa chaise. Elle ouvrit la bouche, la referma. « Clémentine, » dit Raphaël, « je ne sais pas jusqu'à quel point tu étais au courant. Je ne sais pas si tu étais complice ou instrument. Mais je sais ceci. Ce mariage est terminé. Mes avocats déposeront la demande d'annulation lundi matin, fondée sur le vice du consentement. Le mien induit par une fraude dont ta famille est l'auteur documenté. » Il se tourna vers Armand Voss. « Monsieur Voss, le dossier complet a été remis ce soir au parquet national financier, à l'ordre des médecins et aux rédactions de 20 journaux français et internationaux. Le professeur Girard a déjà déposé sa déposition officielle à Lugano cet après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée. » Il posa le micro. Le silence dura encore 2 secondes. Puis la salle explosa. Armand Voss se rassit lourdement, la main sur la poitrine, le visage gris. Clémentine se retourna vers son père et dit quelque chose entre ses dents que Raphaël n'entendit pas. Des photographes se ruèrent vers la table d'honneur. Des invités debout composaient déjà des numéros. Des gardes du corps essayèrent de faire barrage autour des Voss. Quelqu'un renversa un verre. Une femme cria. Raphaël de Vereux traversa le pavillon Gabriel dans le sens inverse, sans regarder derrière lui, comme il avait traversé des centaines de salles de conseil d'administration après avoir annoncé une décision irrévocable. Dehors, l'air de novembre sur les Champs-Élysées frappa son visage. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, la plus difficile. La porte de l'hôpital. La maternité de l'hôpital Saint-Joseph était calme à 22 heures. Des couloirs de linoléum blanc, une odeur d'antiseptique et de café de distributeur, des infirmières qui circulaient à voix basse. Raphaël de Vereux, en costume sombre froissé, les yeux portant 6 nuits sans sommeil, se présenta à l'accueil. « Je viens voir Madame Camille Aubert, chambre... »« Madame Aubert est sortie cet après-midi, » dit l'infirmière. « Elle a quitté l'établissement avec le bébé. » Raphaël ferma les yeux une seconde. Bien sûr, il était trop tard. Il était toujours trop tard quand il arrivait là où il aurait dû être depuis le début. Il remercia l'infirmière et ressortit dans le froid. Il resta un moment sous le porche d'entrée, regardant les taxis passer sur le boulevard, ne sachant pas exactement vers quoi il allait maintenant. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro qu'il ne reconnut pas dans un premier temps, puis reconnut. « Si tu veux vraiment parler, viens demain matin, pas ce soir. J'ai besoin d'une nuit. » C'est. Il lut le message 3 fois. Il tapa une réponse. « Je serai là, à l'heure que tu voudras. Merci. » Il envoya le message, remit le téléphone dans sa poche. Et pour la première fois depuis 1 semaine, quelque chose dans sa poitrine ressembla à un début de respiration. L'appartement de la rue Beaubien. Le lendemain matin, à 9 h, Raphaël sonnait à l'interphone d'un immeuble haussmannien du 11e arrondissement. Pas le quartier le plus chic de Paris, loin des arrondissements dorés où il avait ses habitudes, mais propre, vivant, avec des vélos attachés aux grilles et une boulangerie au rez-de-chaussée qui sentait le croissant beurré.
Camille ouvrit la porte de l'appartement au 2e étage. Elle portait un pantalon de jogging, un pull en laine grise, les cheveux en désordre. Elle avait les yeux de quelqu'un qui dort peu, mais qui a décidé d'avancer quand même. Elle était la femme la plus belle qu'il avait vue de sa vie. Dans ses bras, enveloppée dans une turbulette blanche à petits points jaunes, une petite chose dormait. Raphaël s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Ses yeux allèrent au visage du bébé. Une petite fille. Cheveux noirs, drus pour un nouveau-né. Des traits minuscules qui portaient dans leur arrangement quelque chose qu'il reconnut avec une violence physique, quelque chose de son propre visage, de ses propres traits, une réplique infiniment fragile de quelque chose qu'il portait depuis 38 ans, sans jamais l'avoir cherché. « Entre, » dit Camille, « tu vas prendre froid. » L'appartement était petit, 60 mètres carrés peut-être, avec un parquet qui grinçait et des plantes sur chaque rebord de fenêtre. Sur la table de la cuisine, un biberon, un pot de crème, quelques affaires de bébé en désordre tendre. Le genre de désordre qu'on ne voit pas dans les pièces des magazines de décoration, mais qui ressemblait à quelque chose de vrai et de vivant, comme Raphaël n'en avait pas vu depuis longtemps. « Elle s'appelle Élise », dit Camille en s'asseyant sur le canapé, avec le soin minutieux de quelqu'un dont le corps sort d'un accouchement récent. « Je sais, Marcus me l'a dit. » Raphaël s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les coudes sur les genoux, regardant le bébé. « Il y a une chose que je ne comprends pas encore, et j'ai besoin que tu me la dises. » Camille l'attendait. « Tu savais, au château pendant mon mariage, tu savais déjà que je n'étais pas stérile. Tu savais que j'avais été trompée. Pourquoi tu ne m'as pas dit directement? Pourquoi tu es venu là-bas, dans cet état, à 8 mois de grossesse, sans me dire la vérité en face ?» Camille regarda sa fille pendant un long moment. « Parce que je ne voulais pas que tu reviennes pour les mauvaises raisons, » dit-elle finalement. « Pas pour la culpabilité, pas pour réparer une erreur. Je suis venue au château parce que j'avais besoin de te voir, vraiment te voir, pour décider si tu méritais de savoir. Et ce que j'ai vu, » elle s'arrêta. « Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui m'a regardé pendant sa propre cérémonie de mariage, avec les yeux de quelqu'un qui comprend qu'il fait une erreur colossale. Et ça m'a suffi pour te donner ce numéro de téléphone. » Raphaël passa une main sur son visage. « Camille, je ne sais pas par où commencer pour... » « Ne commence pas par des excuses, » l'interrompit-elle doucement. « Les excuses, je les ai imaginées des centaines de fois dans ma tête pendant 2 ans, et elles ne ressemblent jamais à rien de suffisant. Alors ne commence pas par là. » « Par quoi je commence alors ?» Elle leva les yeux vers lui. Les mêmes yeux que 2 ans auparavant. La même profondeur, la même franchise déconcertante, mais avec quelque chose dedans qui s'était endurci et affûté. Quelque chose que les 2 années seules lui avaient forgé. « Tu peux commencer par demander si tu peux la tenir, » dit-elle. La phrase le prit tellement de court qu'il ne répondit pas pendant 3 secondes. « Est-ce que je peux la tenir ?» dit-il. Et sa voix n'était plus du tout celle de l'homme qui avait fait trembler le pavillon Gabriel la veille au soir. « Lave-toi les mains d'abord. La cuisine est à gauche. » Il se lava les mains. Il revint. Il s'assit à côté de Camille sur le canapé. Elle lui tendit le bébé avec les gestes précis de quelqu'un qui a déjà trouvé ses marques. Lui montra comment tenir la tête, comment caler le poids. Élise dormait. Raphaël Devereux, l'homme qui avait tenu des stylos qui valaient des millions, qui avait tenu des verres de whisky à 1000 €, qui avait tenu les clés de propriété sur 3 continents. Raphaël Devereux tint sa fille pour la première fois et sentit quelque chose en lui qui s'était durci il y a 20 ans, depuis le jour où son père l'avait mise à la porte à 16 ans, commençait à se défaire. Il ne dit rien pendant longtemps. Camille non plus. Dehors, Paris continuait d'être Paris. Les klaxons, les sirènes lointaines, le bruit de la boulangerie en bas. Et dans ce petit appartement à 60 mètres carrés qui grinçait, 2 personnes et un nouveau-né commencèrent quelque chose qui n'avait pas encore de nom. La contre-attaque de Clémentine. Raphaël aurait dû s'y attendre. Les Voss n'avaient pas bâti leur fortune depuis 4 générations en s'inclinant face au revers. Le lendemain du dîner de gala, alors que la presse décortiquait les révélations de Raphaël avec un appétit vorace, les hashtags #VossScandale et #Diagnostic trustaient les tendances françaises et suisses,
Clémentine contre-attaqua. Elle ne contre-attaqua pas via ses avocats, et ne tint pas de conférence de presse. Elle choisit une arme plus précise et plus poison. Un entretien exclusif accordé à la rédactrice en chef du magazine le plus lu de la haute société française. Entretien publié le surlendemain sous le titre « Clémentine Voss brise le silence. La vérité sur un mari manipulateur et une ex qui joue la victime ». Raphaël lut l'article dans son bureau, la mâchoire serrée. Selon Clémentine, la réalité était inversée. C'était lui, Raphaël, qui avait approché la famille Voss après avoir décidé de quitter Camille pour des raisons qu'il refusait d'admettre publiquement. Incompatibilité, relations toxiques, violence psychologique. C'était lui qui avait instrumentalisé un bilan médical ambigu pour se défaire d'une épouse dont il voulait de toute façon se séparer. Et Camille Aubert? Une femme brillante et courageuse, mais dont l'enfant soulève des questions sérieuses quant à sa paternité réelle, compte tenu du mode de vie qu'elle a adopté après la séparation. Ce dernier passage fit l'effet d'une allumette jetée dans un baril de poudre. Raphaël appela Marcus. « Elle attaque Camille », dit-il sans préambule. « J'ai lu », dit Marcus. « Je veux que le dossier complet soit transmis ce soir au procureur. Pas demain, ce soir. Et je veux que nos relations médias préparent une réponse point par point pour demain matin. » C'est en cours. Mais monsieur Devereux, quoi? Madame Aubert. L'article a été republié sur plusieurs réseaux. Des journalistes ont retrouvé son adresse dans le 11e. Nos sources indiquent qu'il y a des photographes devant son immeuble depuis ce matin. Raphaël se leva si brusquement que sa chaise heurta le bureau derrière lui. « J'arrive !» Il arriva rue Beaubien en 17 minutes. 2 photographes attendaient sur le trottoir d'en face. Un troisième était dans une voiture garée un peu plus loin. Quand il descendit de son véhicule, ils se ruèrent sur lui, flash et micro-trottoir. « Monsieur Devereux, est-ce que vous confirmez que l'enfant de Madame Aubert est de vous? Monsieur Devereux, votre épouse affirme que vous avez menti sur le diagnostic médical depuis le début. Monsieur Devereux. » Raphaël les ignora et sonna à l'interphone. Camille décrocha immédiatement. « Je sais, dit-elle avant qu'il puisse parler. Ils sont là depuis 7 heures du matin. J'ai tiré les rideaux, mais Élise a senti quelque chose, et elle pleure depuis 1 heure. Monte-moi, et fais tes valises pour quelques jours. » Un silence. « Raphaël, Camille, s'il te plaît. Je t'expliquerai en haut. Mais laisse-moi vous mettre à l'abri. » Un silence plus long. « D'accord. » Il monta. Camille avait les cernes de quelqu'un qui n'a pas dormi, et le regard de quelqu'un qui hésite encore à faire confiance à celui qui l'a trahi. Élise était dans ses bras, les yeux ouverts, agitée. Quand Raphaël tendit les bras pour prendre le bébé, pendant que Camille prenait le sac de couches et les affaires, Élise ne cria pas. Elle le regarda de ses yeux de nouveau-né, qui ne voient pas encore bien, mais cherchent la chaleur, et elle se calma. Camille observa la scène. « Allons-y, » dit-elle simplement. L'appartement discret. Il existait un appartement dans un immeuble du 17e arrondissement qui n'apparaissait dans aucun registre au nom de Raphaël Devereux. C'était une adresse de sécurité, achetée via une société écran luxembourgeoise, que Raphaël maintenait depuis plusieurs années pour des situations où la discrétion était nécessaire dans ses affaires. 5 pièces, 2 chambres, une cuisine entièrement équipée, vue sur les toits, aucun lien documenté avec lui. Ce fut là qu'il installa Camille et Élise. Les premiers jours furent étranges, comme flottants. Ils coexistaient dans cet appartement avec la maladresse de 2 personnes qui se connaissaient intimement, mais qui ne savaient plus comment se parler. Camille allaita, dormit par intermittence, appela sa mère en Bretagne. Raphaël travailla sur son téléphone depuis la cuisine, géra la tempête médiatique avec ses équipes et s'aperçut qu'il passait des heures à ne rien faire d'autre que regarder Élise dormir dans le berceau portatif qu'il avait acheté en catastrophe le premier soir. Le 3e soir, Camille le trouva ainsi, assis dans le fauteuil, le téléphone posé retourné sur la coudoir, les yeux sur le berceau. « Tu aurais dû être là pour ça depuis le début, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas une accusation, c'est juste un constat. Je sais. Il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Je sais ça aussi. » Elle s'assit sur le canapé, à côté du fauteuil, replia ses jambes sous elle, et ils restèrent silencieux un moment.
Je ne veux pas d'une relation de réparation, dit Camille finalement. Si jamais il y avait quelque chose entre nous à reconstruire, ce ne serait pas à cause du bébé. Ce ne serait pas à cause de la culpabilité. Ce serait parce que deux personnes adultes décident, en connaissance de cause et sans illusion, qu'elles veulent essayer. Raphaël la regarda. Je comprends. Est-ce que tu comprends vraiment? Parce que tu as tendance à confondre décider quelque chose et l'avoir obtenu. Il eut un début de sourire. Le premier depuis très longtemps. On me le reproche souvent. Je sais. Je passais 2 ans à me souvenir de tous tes défauts. Ça aide. Et Camille regarda Élise. Et je me suis aussi souvenu des autres choses. Les 2 années entières où tu étais quelqu'un d'honnête, même quand l'honnêteté était difficile. La façon dont tu traitais les gens qui travaillaient pour toi. Ce que tu avais dit à mon père la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Que si jamais il lui manquait de respect, tu ferais en sorte que ce soit la dernière fois que vous vous voyez. Il m'en a parlé pendant 1 an. Raphaël ne répondit pas. Je ne dis pas oui, dit Camille. Je ne dis pas non. Je dis, prenons le temps. Prouve-moi que l'homme que j'avais épousé n'a pas entièrement disparu sous le PDG. C'est juste, dit Raphaël. Et commence par changer cette couche. Elle sent depuis 20 minutes, et tu regardes le plafond. Il regarda le berceau. Élise avait les yeux ouverts et un air vaguement mécontent qui, il le comprit en un instant d'intuition directe, voulait effectivement dire quelque chose. Je n'ai jamais changé de couche de ma vie. Je sais. Bienvenue dans la vraie vie, Raphaël. Il se leva, alla jusqu'au berceau, regarda sa fille qui le regardait en retour, et dit « D'accord. Montre-moi comment on fait. » La chute des Voss. Armand Voss fut mis en examen 6 semaines après le dîner de gala. Le parquet national financier retint les chefs de corruption active, complicité de faux en écriture médicale et tentative de fraude par manipulation de consentement matrimonial. Son avocat parla de procédure politique et de guerre économique déguisée en enquête judiciaire. Le parquet publia un communiqué de 2 paragraphes qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La banque Voss, la Voss Private Bank, établissement centenaire de Zurich, perdit 22% de sa valorisation en 48 heures quand la nouvelle de la mise en examen du patriarche fut confirmée. Plusieurs fonds institutionnels gelèrent leur position. 2 administrateurs indépendants démissionnèrent du conseil le même jour. Le professeur Henri Girard fut radié de l'ordre des médecins français et suisses. Sa villa de Lugano fut saisie dans le cadre de la procédure de recouvrement des avoirs mal acquis. Il plaida coupable pour éviter un procès, écopant d'une peine de prison ferme assortie d'un sursis partiel et d'une interdiction définitive d'exercer. Clémentine Voss Devereux. L'annulation du mariage fut prononcée par le tribunal 3 mois après la demande. Le vice du consentement étant étayé par un dossier que ses propres avocats qualifièrent privément d'irréfutable. Donna une dernière interview à un magazine qui la paya très cher, dans laquelle elle se présenta comme une victime collatérale des ambitions de son père. L'interview fut lue avec scepticisme. Elle quitta Paris pour Genève peu après. Raphaël Devereux ne commenta pas publiquement la chute des Voss. Il avait autre chose à faire. Ce que valent les jours ordinaires. Élise avait 6 semaines quand elle rit pour la première fois. Pas un vrai rire, plutôt ce son étrange et inattendu qu'émettent les nourrissons et qui ressemble à un rire sans en être tout à fait un encore, mais qui produit exactement le même effet sur les adultes autour. Raphaël était en train de lui faire la conversation. Une conversation entièrement inutile sur les prévisions météorologiques du week-end, parce qu'il n'avait pas encore trouvé le répertoire exact de ce qu'on dit au bébé de 6 semaines, quand ça arriva. Ce petit son, ses yeux qui se plissèrent. Il s'arrêta de parler. Il regarda sa fille. Camille, depuis la cuisine où elle préparait du café, entendit le silence et passa la tête par la porte. Elle a fait quoi? Je crois qu'elle a rigolé. Elle a rigolé? Camille posa la cafetière et vint. À ta conversation sur la météo. J'étais en manque d'inspiration. C'est la première fois? Oui. Camille s'assit à côté de lui.
regarda Élise, qui avait maintenant l'air très satisfaite d'elle-même. « Tu avais raté les 6 premières semaines, » dit Camille. « Mais tu n'as pas raté ça. » C'était la façon de Camille d'être généreuse, avec précision, sans sentimentalité excessive, en donnant exactement ce dont l'autre avait besoin, sans le noyer dedans. Raphaël avait oublié à quel point cette qualité était rare. « Camille, dit-il. « Raphaël, je vais te demander quelque chose, et tu n'as pas à répondre maintenant. Tu peux prendre le temps que tu veux. » Elle attendit. « Je voudrais qu'on essaie. Pas pour Élise. Elle aura son père, quoi qu'il arrive. Sur ça, je ne reviens pas. Mais pour nous. Si tu penses qu'il reste quelque chose de nous. » Camille regarda sa fille un long moment. « Il y a des conditions, dit-elle finalement. Dis-moi. Tu ne prends plus de décision unilatérale sur ce qui nous concerne. Pas une seule. Si tu as une idée, tu m'en parles d'abord. Si je ne suis pas d'accord, on cherche ensemble. D'accord? Tu acceptes que je reste dans cet appartement ou dans un que je choisis moi-même, tant que je ne me sens pas prête à autre chose. Tu ne presses pas le rythme. D'accord. Et si à un moment, je décide que ça ne marche pas, tu respectes ça, sans essayer d'acheter la situation ou de la régler comme un dossier. C'est la plus difficile. Je sais. C'est pour ça que je la mets. Un silence. D'accord, dit Raphaël. Camille le regarda vraiment, de la façon dont elle l'avait regardé autrefois, avant tout ça, quand elle essayait de voir s'il disait la vérité ou s'il disait ce qu'il pensait qu'on voulait entendre. Elle sembla trouver quelque chose dans ce qu'elle vit, parce qu'elle acquiesça lentement. « D'accord », répéta-t-elle. Élise, qui avait suivi la conversation avec l'attention de quelqu'un qui ne comprend pas les mots, mais perçoit parfaitement la tonalité, émit un petit son de satisfaction et referma les yeux. Les trois restèrent ainsi dans la lumière de l'après-midi, dans l'appartement du 17e, qui grinçait moins que celui de la rue Beaubien, avec le bruit de Paris en sourdine et quelque chose qui, prudemment, doucement, commençait à ressembler à un début. L'ange gardien dans l'ombre. Il y avait une chose que Camille ne sut jamais, du moins pas dans les premiers mois. 3 semaines après s'être installé dans le rôle qu'il construisait lentement, père présent, présence 2 soirs par semaine et les week-ends, sans pression, au rythme que Camille fixait, Raphaël avait convoqué son directeur juridique et son gestionnaire de patrimoine pour une réunion dont il avait lui-même interdit tout compte-rendu écrit. Il avait créé 2 fiducies, l'une au nom d'Élise Aubert-Devereux, l'autre, parce qu'il avait eu le temps de réfléchir et de comprendre certaines choses sur ce que signifiait réparer, au nom de Camille elle-même, indépendamment de leur relation future, quelle qu'elle soit. La fiducie d'Élise, investissement suffisant pour couvrir les meilleures écoles du monde jusqu'à ses 18 ans, une université de son choix et un capital qu'elle recevrait à 25 ans, après avoir fait ce qu'elle voulait faire de ses premières années adultes, sans pression patrimoniale. La fiducie de Camille, une rente mensuelle significative, versée via une structure suisse anonymisée, présentée comme le rendement d'un placement qu'elle avait effectué avant leur rencontre et dont la valorisation avait dépassé les prévisions initiales. Son gestionnaire de patrimoine, le sien, pas celui de Raphaël, avait reçu des instructions précises pour présenter la chose ainsi, avec toute la documentation nécessaire pour que ça soit crédible. Si Camille et Raphaël construisaient quelque chose ensemble, ces structures resteraient dans l'ombre, actives mais invisibles. Si Camille décidait un jour que ça ne marchait pas et demandait à Raphaël de partir, les structures resteraient dans l'ombre, actives mais invisibles. Dans les 2 cas, Camille n'aurait jamais à dépendre de lui pour l'argent. Dans les 2 cas, Élise serait protégée. Dans les 2 cas, il n'y aurait aucun moyen pour Camille de soupçonner qu'il avait fait ça, et donc aucun moyen pour elle de le vivre comme une tentative d'achat. C'était la meilleure chose qu'il savait faire avec l'argent. Pas le montrer, pas le brandir. L'enterrer là où il servirait, sans qu'on le voie. Le directeur juridique avait demandé, avec la précaution d'un homme qui connaît bien son client, et si elle découvre un jour l'existence de ces structures, Raphaël avait répondu en remettant son stylo dans sa poche. Alors j'espère qu'on sera à un stade où elle comprendra pourquoi. 6 mois plus tard.
Le parc des Buttes-Chaumont, en avril, ressemblait à une promesse tenue. Les cerisiers du lac étaient en fleurs. Des familles pique-niquaient sur les pelouses. Des enfants couraient vers les colverts au bord de l'eau en criant. Sur un banc, à l'ombre d'un tilleul, Camille donnait le biberon à Élise. 7 mois maintenant. Les yeux grands ouverts sur le monde, avec l'intensité de quelqu'un qui enregistre tout. Les cheveux noirs, toujours aussi drus. Un début de dents qui lui donnait un air légèrement préoccupé. À côté d'elle, sur le banc, Raphaël lisait. Un vrai livre. Pas un rapport, pas un mémo, un roman, que Camille lui avait mis dans les mains 3 semaines auparavant en disant « Je veux savoir ce que tu en penses ». Il en était à la moitié. Il avait commencé à corner les pages. « Elle te regarde depuis 5 minutes », dit Camille sans lever les yeux du biberon. « Je sais, je fais semblant de lire. Elle n'est pas dupe. » « Non, elle n'est pas dupe. » Il posa le livre. Regarda Élise qui, en effet, l'observait avec cette attention absolue des nourrissons qui n'ont pas encore appris à faire semblant. « Tu crois qu'elle me reconnaît ? Elle te reconnaît depuis le 2e mois. La voix, la façon de bouger. Les bébés sont beaucoup plus compétents qu'on ne croit. » Élise détourna son attention du biberon pour tendre une main vers Raphaël. Ce geste impérieux et sans nuance des bébés qui décident qu'une chose doit venir à eux. Il lui donna son doigt. Elle le saisit avec une poigne qui, comme toujours, le surprit par sa force. « Camille, Raphaël, je sais qu'on avait dit de ne pas presser. On avait dit ça, oui. Et je ne presse pas. Mais il y a une question que j'ai envie de poser. Et je voulais que tu saches d'abord que la réponse n'a aucune conséquence sur le reste. Quelle que soit ta réponse, demain matin est pareil qu'aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui. « Pose ta question. Est-ce que tu penses, vraiment penses, pas par générosité ou par raison, que quelque chose pourrait redevenir possible entre nous ?» Camille regarda le lac un moment, les cerisiers, les colverts. « Je pense que tu as changé des couches à 3 heures du matin sans te plaindre pendant 7 mois, dit-elle. Je pense que tu as appris à faire de la purée de carottes et que la première fois tu avais l'air d'un chirurgien devant sa première opération. Je pense que tu as demandé à ta secrétaire de décaler 2 réunions stratégiques parce qu'Élise avait de la fièvre et que tu voulais être là. Je pense que tu n'as pas une seule fois essayé de me convaincre de quoi que ce soit avec ton argent. » Elle se tut. « Et, dit Raphaël, et je pense que oui. Doucement. Mais oui. » Élise, qui tenait toujours le doigt de son père avec sa poigne de chef d'État en devenir, émit un son qui pouvait être interprété comme une approbation. Raphaël Devereux, l'homme qui avait tenu des discours devant des assemblées d'actionnaires sans ciller, sentit quelque chose dans sa gorge qu'il ne sut pas exactement comment nommer. « Merci, dit-il. Ne me remercie pas encore. On a du travail. » « Je sais. Et commence par me rendre mon livre. Tu l'as corné à la page 142. La scène était importante. Toutes les scènes sont importantes. C'est pour ça qu'on ne corne pas les pages. » Il sortit le livre de sa veste, le lui rendit. Leurs mains se touchèrent une seconde de plus que nécessaire. Paris continuait de bruire autour d'eux, indifférent et magnifique. Le tilleul projetait son ombre en dentelle sur le banc. Élise examina un cerisier en fleurs avec la concentration d'un botaniste. Et sur ce banc du parc des Buttes-Chaumont, sans témoin et sans caméra, un homme qui avait failli tout perdre par arrogance et une femme qui avait tout reconstruit seule commencèrent à écrire quelque chose qui n'avait pas encore de titre, mais qui ressemblait, prudemment, à une suite.